En 1683, le destin de l'Europe tient à une seule ville. Une ville encerclée, affamée, épuisée. Vienne. Depuis des décennies, l'Empire ottoman progresse inexorablement vers l'ouest. Les Balkans sont tombés. La Hongrie est en grande partie sous domination ottomane. Et désormais, une armée colossale se présente aux portes de l'Europe centrale. Face à Vienne, près de 300 000 soldats ottomans déploient leurs tentes, leurs canons et leurs étendards. Une force écrasante, sûre de sa victoire, convaincue que la chute de la capitale impériale ouvrira la route vers le cœur du continent. À l'intérieur des murailles, la situation est désespérée. Les réserves s'amenuisent. Les bombardements sont incessants. Les mines creusées sous les remparts menacent à chaque instant de faire s'effondrer la ville. Pour beaucoup, Vienne est condamnée, et avec elle, l'équilibre de l'Europe. Mais ce que les assiégeants ignorent encore, c'est que ce siège va révéler une force nouvelle. Une force que l'Europe n'avait encore jamais pleinement exploitée. L'unité. Car au-delà des collines, une coalition improbable se rassemble. Des royaumes souvent divisés, des armées aux langues différentes, des intérêts opposés, tous réunis par une urgence commune, empêcher la chute de Vienne. Ce conflit n'est pas seulement une bataille militaire. C'est un affrontement de stratégie, de culture et de vision du monde. Un moment où l'avenir d'un continent va se jouer en une seule journée. Lorsque l'aube du 12 septembre 1683 se lève, personne ne sait encore que l'histoire est sur le point de basculer. Une charge venue des collines va décider du sort de Vienne et marquer le début du recul de l'Empire ottoman en Europe. Voici l'histoire vraie du deuxième siège de Vienne, le jour où l'Europe a tenu bon, et le moment où une armée réputée invincible a été vaincue. Vienne. Ce rassemblement démontre une vérité simple. Lorsque l'Europe est menacée dans son ensemble, elle peut se lever comme une seule entité. La marche silencieuse vers le destin. À mesure que la coalition approche, elle avance avec prudence. Le terrain est escarpé. Les collines boisées offrent un avantage, mais aussi des risques. Sobieski observe le camp ottoman depuis les hauteurs. Il voit une armée immense, confiante, peut-être trop. Il comprend immédiatement que la clé de la victoire réside dans la surprise et la coordination. Le plan audacieux. Plutôt que d'attaquer de front, Sobieski prépare une manœuvre décisive. Les forces européennes doivent frapper depuis les hauteurs, descendre brutalement sur le flanc ottoman et rompre leurs lignes. Ce plan est risqué. Un échec signifierait la destruction totale de l'armée de secours. Mais le temps presse. Vienne ne tiendra plus longtemps. La nuit avant la bataille, le 11 septembre 1683, les armées européennes bivouaquent sur les collines. Les soldats savent que le lendemain décidera du sort de l'Europe centrale. Les feux de camp brillent dans la nuit. Les armes sont préparées. Les chevaux sont scellés. À l'intérieur de Vienne, les défenseurs ignorent encore que l'aide est enfin arrivée. Mais à l'aube, un grondement nouveau résonnera. Pour comprendre pourquoi le siège de Vienne en 1683 fut un moment décisif, il faut d'abord comprendre la puissance qui s'avançait vers ses murs. Car l'Empire ottoman n'était pas un empire en déclin. Il était alors à l'apogée de sa force, un empire bâti par la conquête. Depuis le XIVe siècle, l'Empire ottoman n'a cessé de s'étendre. De l'Anatolie aux Balkans, de Constantinople jusqu'aux portes de l'Europe centrale. Chaque génération a ajouté de nouveaux territoires. Ces armées sont disciplinées, organisées, modernes. Les Ottomans utilisent l'artillerie à grande échelle, maîtrisent la logistique et savent coordonner des forces immenses sur de longues distances. Aux yeux de l'Europe, l'Empire ottoman est une machine de guerre redoutable et souvent victorieuse. Pourquoi Vienne est la clé? Vienne n'est pas une ville comme les autres. Elle est la capitale du Saint-Empire romain germanique, un centre politique, économique et symbolique majeur. Si Vienne tombe, la route vers l'Allemagne est ouverte, puis vers l'Italie, puis vers l'Europe occidentale. Pour les stratèges ottomans, Vienne est la serrure et l'Europe centrale, la porte, le grand projet de Kara Mustafa. À la tête de cette immense armée se trouve le grand vizir Kara Mustafa Pacha, ambitieux, sûr de lui, déterminé à entrer dans l'histoire. Son objectif est clair, prendre Vienne, humilier les Habsbourg, et offrir au sultan une victoire qui consacrerait définitivement la suprématie ottomane en Europe. Kara Mustafa est convaincu que l'Europe est divisée, incapable de réagir à temps. Et sur le papier, il n'a pas tort. Une Europe divisée et affaiblie.
À la fin du XVIIe siècle, l'Europe n'est pas unie. Les royaumes se méfient les uns des autres. Les alliances sont fragiles, les intérêts contradictoires. La France de Louis XIV observe la situation avec prudence, parfois même avec opportunisme. Les États allemands sont divisés, les Habsbourg sont isolés. Tout semble indiquer que Vienne devra affronter seule la tempête. Une armée gigantesque en mouvement. Au printemps 1683, l'armée ottomane se met en marche. Des dizaines de milliers de soldats, accompagnés d'artisans, d'ingénieurs, de logisticiens. Le camp ottoman est une ville mobile. Les étendards flottent, les canons avancent. Les routes tremblent sous le passage de cette force colossale. Lorsque l'armée atteint les plaines entourant Vienne, l'effet est immédiat. La ville comprend qu'elle est désormais seule face à l'une des plus grandes armées de son temps. L'inévitable confrontation. Pour Kara Mustapha, la victoire n'est qu'une question de temps. Il pense pouvoir prendre la ville intacte, sans la détruire, pour en faire un trophée impérial. Mais cette confiance excessive va se transformer en erreur stratégique majeure. Car pendant que l'armée ottomane se prépare à écraser Vienne, l'Europe, lentement, commence à se réveiller. Le siège peut maintenant commencer. Dans la partie suivante, nous plongerons au cœur de Vienne assiégée. La faim, la peur, les bombardements, et la résistance désespérée d'une ville qui refuse de tomber. Lorsque l'armée ottomane encercle Vienne à l'été 1683, la ville comprend immédiatement que le temps joue contre elle. Ce n'est plus une question de victoire, mais de survie. Les lignes ottomanes se referment rapidement autour de Vienne. Les routes sont coupées, aucun renfort ne peut entrer, aucun civil ne peut fuir. Face aux murailles, les canons ottomans prennent position. Les bombardements commencent presque aussitôt. Jour et nuit, la ville tremble sous les explosions. À l'intérieur, les habitants comprennent que chaque jour gagné est une victoire. Kara Mustapha ne veut pas raser Vienne. Il veut la capturer intacte comme un joyau impérial. Plutôt que de lancer un assaut frontal, il privilégie une stratégie plus lente. Creuser des tunnels sous les murailles, poser des charges explosives, provoquer des brèches. Cette méthode est efficace, mais elle demande du temps. Et le temps, sans le savoir, devient l'allié de Vienne. Dans la ville, la situation devient critique. Les réserves de nourriture fondent. L'eau est rationnée. Les maladies commencent à apparaître. Les soldats et les civils travaillent côte à côte. On répare les murailles la nuit. On comble les brèches à la hâte. On éteint les incendies sous le feu ennemi. Chaque explosion pourrait être la dernière. À la tête de la défense se trouve le comte Ernst Rüdiger von Starhemberg. Un homme déterminé, conscient que la reddition signifierait la fin. Il impose une discipline stricte, maintient le moral et organise des contre-mines pour intercepter les tunnels ottomans. Des combats souterrains éclatent dans l'obscurité totale. Des hommes s'affrontent à quelques mètres sous terre, à l'aveugle, dans le silence et la peur. Mais malgré les pertes, la ville tient. Chaque jour, les défenseurs scrutent à l'horizon. Ils savent qu'une armée européenne est censée venir, mais personne ne sait quand. L'espoir devient une arme aussi importante que les canons. Starhemberg fait hisser des drapeaux, allumer des feux, envoyer des messagers désespérés au-delà des lignes ennemies. Tant que Vienne résiste, l'Europe a une chance. Malgré les progrès, Kara Mustapha hésite à lancer l'assaut final. Il attend, il veut une victoire parfaite. Mais cette attente devient sa plus grande erreur, car pendant que les Ottomans creusent et bombardent, une armée se rassemble dans l'ombre des collines. À la fin de l'été, les murailles de Vienne sont à bout. Une brèche majeure est ouverte. La chute semble imminente, mais à l'aube d'un jour décisif, un grondement nouveau se fait entendre au loin. Dans la partie suivante, nous verrons comment une coalition européenne inattendue change le cours de l'histoire et comment un roi polonais s'apprête à entrer dans la légende. Alors que Vienne est à bout de force, quelque chose d'exceptionnel se produit au-delà des collines. Des ennemis d'hier, des royaumes divisés, des armées rivales, commencent à marcher dans la même direction. Face à la menace ottomane, les divisions européennes deviennent un luxe que l'on ne peut plus se permettre. L'empereur Léopold Ier a fui Vienne, mais il n'a pas abandonné la lutte. Il lance des appels désespérés à l'aide auprès des princes allemands, des États impériaux et surtout du royaume de Pologne-Lituanie. Ce qui se forme alors est rare dans l'histoire européenne. Une coalition fondée non sur l'ambition, mais sur la nécessité.
À la tête de cette alliance se trouve un homme dont le nom allait marquer l'histoire. Jan III Sobieski, roi de Pologne. Chef militaire expérimenté, stratège redoutable, Sobieski comprend immédiatement l'enjeu. Si Vienne tombe, la Pologne sera la prochaine cible. Il n'hésite pas. Il mobilise son armée et traverse des centaines de kilomètres pour secourir une ville étrangère. Ce geste n'est pas seulement militaire. Il est politique, stratégique et profondément symbolique. L'armée de secours n'est pas une force uniforme. Elle rassemble des troupes autrichiennes, bavaroises, saxonnes, franconiennes et les célèbres cavaliers polonais. Des langues différentes, des traditions différentes, mais un objectif commun, briser le siège de Vienne. Ce rassemblement démontre une vérité simple. Lorsque l'Europe est menacée dans son ensemble, elle peut se lever comme une seule entité. À mesure que la coalition approche, elle avance avec prudence. Le terrain est escarpé. Les collines boisées offrent un avantage, mais aussi des risques. Sobieski observe le camp ottoman depuis les hauteurs. Il voit une armée immense, confiante, peut-être trop. Il comprend immédiatement que la clé de la victoire réside dans la surprise et la coordination. Plutôt que d'attaquer de front, Sobieski prépare une manœuvre décisive. Les forces européennes doivent frapper depuis les hauteurs, descendre brutalement sur le flanc ottoman et rompre leurs lignes. Ce plan est risqué. Un échec signifierait la destruction totale de l'armée de secours. Mais le temps presse. Vienne ne tiendra plus longtemps. Le 11 septembre 1683, les armées européennes bivouaquent sur les collines. Les soldats savent que le lendemain décidera du sort de l'Europe centrale. Les feux de camp brillent dans la nuit. Les armes sont préparées. Les chevaux sont scellés. À l'intérieur de Vienne, les défenseurs ignorent encore que l'aide est enfin arrivée. Mais à l'aube, un grondement nouveau résonnera. Le 12 septembre 1683, le soleil se lève sur un champ de bataille gigantesque. Et ce qui va suivre entrera dans la légende. À l'aube du 12 septembre 1683, le silence règne sur les collines dominant Vienne. En contrebas, l'immense camp ottoman s'étend à perte de vue. Et sans le savoir, il est sur le point de vivre l'un des plus grands retournements de l'histoire militaire. Le choc initial. La bataille commence par une attaque coordonnée des forces européennes sur les flancs ottomans. Les troupes impériales et allemandes avancent à travers les bois, forçant l'armée ottomane à se redéployer dans l'urgence. Kara Mustafa, surpris, comprend trop tard que l'ennemi n'est plus uniquement derrière les murs de Vienne, mais au-dessus de lui. Une bataille chaotique. Les combats s'intensifient sur un terrain accidenté. La poussière, la fumée et le bruit rendent toute coordination difficile. Les Ottomans, bien que nombreux, sont étirés sur plusieurs fronts. Une partie de leur force est encore occupée à assiéger la ville, tandis que l'autre tente de contenir l'armée de secours. Cette dispersion devient fatale, le moment décisif. En fin d'après-midi, Jan III Sobieski prend une décision historique. Il ordonne la plus grande charge de cavalerie jamais menée à l'époque moderne. Des milliers de cavaliers s'élancent depuis les collines. Les célèbres hussards ailés polonais, reconnaissables à leurs ailes symboliques, ouvrent la marche. Le sol tremble. Le ciel semble s'assombrir sous la poussière. La ligne ottomane commence à céder. La rupture. La charge est foudroyante. Les forces ottomanes, prises de panique, reculent. Le camp est envahi. Les lignes se brisent. L'ordre se transforme en chaos. Ce qui semblait être une armée invincible quelques heures plus tôt est désormais en pleine déroute. La fin du siège. À l'intérieur de Vienne, les défenseurs voient avec stupeur les étendards ennemis reculer. Les cloches sonnent. Les portes s'ouvrent. Après des mois de siège, la ville est enfin libérée. Le soir tombe sur un champ de bataille qui vient de changer l'équilibre du continent. La défaite de Kara Mustafa. Kara Mustafa comprend que tout est perdu. Sa tentative de victoire totale s'est transformée en désastre stratégique. L'armée ottomane se replie précipitamment, abandonnant canons, tentes et trésors. Cette défaite marque un tournant irréversible. Le deuxième siège de Vienne est levé. L'Europe respire. Mais les conséquences de cette victoire vont bien au-delà de la survie d'une ville. Dans la conclusion, nous verrons pourquoi cette bataille marque le début du recul ottoman en Europe. Et pourquoi elle reste, encore aujourd'hui, l'un des moments fondateurs de l'histoire européenne. Le 12 septembre 1683,
ne fut pas simplement le jour où Vienne fut sauvée. Ce fut le jour où le cours de l'histoire européenne changea à jamais. Ce qui s'était joué devant les murailles de la capitale impériale dépassait largement le sort d'une seule ville. Si Vienne était tombée, l'équilibre politique, culturel et militaire de l'Europe aurait été profondément bouleversé. La victoire ne fut pas celle d'un seul royaume. Elle fut celle d'une coalition improbable, née de la nécessité et forgée dans l'urgence. Des armées venues d'horizons différents, souvent rivales, unirent leurs forces pour faire face à une menace commune. Cette unité démontra une vérité essentielle. La véritable force de l'Europe ne résidait pas dans la supériorité numérique, mais dans la coordination, la stratégie et la capacité à dépasser les divisions internes. Pour l'Empire ottoman, la défaite de Vienne marqua un tournant décisif. L'expansion vers l'ouest s'arrêta net. Ce qui semblait être une marche inexorable devint un lent recul, ponctué de défaites et de pertes d'influence. Pour l'Europe, Vienne devint un symbole. Le symbole d'une résistance possible face à une force jugée invincible. Le symbole d'un continent capable de se défendre lorsqu'il est menacé dans son ensemble. Mais cette victoire eut aussi un coût. Des milliers de vies perdues, des villes dévastées, et une frontière durablement militarisée. L'histoire ne se résume jamais à des triomphes simples. Elle est faite de choix, de sacrifices et de conséquences durables. Aujourd'hui encore, le deuxième siège de Vienne reste l'un des moments fondateurs de l'histoire européenne. Non pas comme un récit de gloire pure, mais comme un rappel puissant qu'aucun empire n'est éternel, que la puissance n'est jamais absolue, et que parfois le destin d'un continent peut se jouer en une seule journée. Vienne 1683 n'est pas seulement une bataille du passé. C'est un avertissement gravé dans l'histoire, celui que même les forces les plus redoutables peuvent être arrêtées, lorsque la détermination l'emporte sur la peur.